Bienvenue dans le débat. Donald Trump qui a tenu un discours de victoire après l'annonce des résultats du scrutin de New Hampshire, l'opposant à Nikki Haley. Premier candidat à avoir jamais remporté ces deux États en ouverture des primaires sans être président sortant. Donald Trump fait néanmoins un score moins favorable que dans les sondages qui lui donnaient 20 points d'avance sur l'ancienne ambassadrice de l'ONU. Trump l'a finalement devancé d'environ 11 points avec plus de 54% des voix, soit quelques 163 000 bulletins. Joe Biden a réagi. Il est maintenant clair que Donald Trump sera le candidat des Républicains. Mon message au pays est que les enjeux ne pourraient être plus importants. Notre démocratie, nos libertés individuelles, du droit de choisir au droit de vote, notre économie, tout est en jeu, a réagi donc Joe Biden. Donald Trump est-il prêt maintenant déjà pour l'investiture républicaine? Peut-on parler d'un triomphe dans le New Hampshire alors que Nikki Haley poursuit sa course? Joue-t-elle son avenir politique? Côté démocrate, Joe Biden évoque déjà un duel contre Donald Trump. Comment se prépare-t-il? Quels seront les grands thèmes du match retour Trump-Biden? On pose ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Hélène Kuntz. Bonsoir. Bonsoir. Merci de revenir sur le débat, Hélène. Professeur à l'INSEC Paris, auteur de Portrait de VIP, l'incroyable histoire de Kamala Harris. En face de vous, Charles Voisin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, journaliste spécialiste des États-Unis. Vous avez écrit un livre sur Bernie Sanders. Bernie Sanders, quand la gauche se réveille aux États-Unis. Bienvenue à vous. Nous avons par Skype de New York, Soufiane Al-Sabag, bonsoir à vous, écrivain, spécialiste de politique intérieure américaine et du Parti républicain. Nous avons également ce soir Vanessa Biar-Schaeffer avec nous, bonsoir, vice-présidente des Républicains Overseas France. Bienvenue à vous. Bonsoir. Donald Trump a crié victoire après donc effectivement avoir dépassé de manière assez forte, puisque de 11 points, Nikki Haley dans le New Hampshire. Je vous propose de faire d'abord un point en image avec Jules Boiteau. Il était l'ultra favori des sondages. Donald Trump a ce mardi soir confirmé ce statut dans les urnes. L'ancien président des États-Unis a facilement battu sa rivale Nikki Haley dans l'État du New Hampshire, pourtant réputé pour son électorat modéré. C'est une soirée que je n'oublierai pas. Quand vous gagnez l'Iowa et le New Hampshire, personne n'a jamais perdu. Et nous n'allons pas être les premiers, je peux vous le dire. Et je veux vous rappeler les sondages. Nous sommes bien au-dessus de tout le monde. Nous sommes bien au-dessus de Biden. Deuxième victoire dans la course aux primaires pour Donald Trump, une confirmation après avoir remporté l'Iowa la semaine dernière. Entre-temps, les autres candidats se sont presque tous retirés de la course, tous, sauf Nikki Haley qui veut encore croire à une victoire et déjouer tous les pronostics. Vous avez tous entendu ce qu'on dit dans la classe politique. On dit que c'est déjà terminé. J'ai une nouvelle pour eux. Le New Hampshire est une première étape, mais pas la dernière. La primaire est loin d'être terminée. Il reste encore des dizaines d'États. Mais Nikki Haley semble de plus en plus isolée, au point que même l'équipe de campagne de Joe Biden estime que Trump est désormais quasiment assuré de l'investiture républicaine. Une équipe qui se prépare donc déjà au match retour entre le président Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump. Et on va écouter une nouvelle fois Donald Trump. On va voir qu'il s'attaque directement à Nikki Haley. Nous avons gagné presque tous les sondages au cours des 3 derniers mois contre Joe Biden le tordu. Presque tous les sondages. Et elle, Nikki Haley, ne gagne pas ces sondages. Elle ne les gagne pas. Ce n'est pas un discours de victoire typique, mais il ne faut pas que quelqu'un s'attribue une victoire alors qu'elle a passé une très mauvaise soirée. Elle a passé une très mauvaise soirée. Vanessa Biar-Schaeffer, je commence par vous, parce que vous êtes vice-présidente des Républicains Overseas. Pourquoi est-ce qu'il s'attaque de manière aussi violente directement à Nikki Haley, Donald Trump, alors que dans l'Iowa, il avait plutôt prôné le rassemblement? Est-ce que finalement, elle est une menace pour lui? Non, je pense tout simplement que l'équipe de campagne et Trump lui-même aimeraient en finir avec les primaires et s'arrêter là, plutôt qu'à devoir continuer ces primaires. Et donc, le maintien de Nikki Haley fait qu'il faut continuer cet exercice, alors que manifestement pour eux, les jeux sont faits.
Et justement, est-ce que les jeux sont faits, Hélène Kuntz, pour répondre à Vanessa Bier-Schaeffer? Manifestement, elle résiste, Nikki Haley. Elle a bien raison de résister. Là, tous les deux, ils jouent contre la montre. Trump joue le temps parce qu'il y aura quand même potentiellement des décisions de justice qui tombent là. Mais vraiment dans les semaines à venir. Donc, elle a tout à fait raison de rester dans la course. Elle est bien Elle a fait soutenue. un score meilleur que prévu, en tout cas. Et elle est bien soutenue financièrement. Et puis, on veut quand même des compétitions qui vont jusqu'au bout. Elle n'a aucune raison d'abandonner. Il faut que la primaire continue. Charles Voisin, la prochaine bataille, c'est Caroline du Sud, le 24 février. Et c'est un État dans lequel elle a été gouverneure. Donc pour elle, c'est très important. Est-ce qu'elle a une chance de faire une différence? Enfin, en tout cas, de maintenir un bon score, même si elle est derrière Trump, en tout cas dans tous les sondages, il faut le rappeler. Ben voilà, c'est faire mieux qu'attendu. C'est ça qu'elle espère, je pense. Elle n'espère pas gagner. Je pense que les jeux sont quand même faits. Malgré tout, j'aimerais savoir, moi, quelle est la différence entre Nikki Haley et Trump, parce que elle est vraiment différente juste sur un dossier, je dirais, c'est l'Ukraine. C'est pour ça que l'équipe de Trump a dit, nous, on ne veut pas d'une nouvelle guerre. Et donc, voilà, ils ont fait un portrait d'elle comme quelqu'un de va-t-en-guerre. À part être plus politiquement correcte, c'est quand même une Trumpiste. Elle a fait partie du gouvernement Trump. Elle a félicité Bolsonaro pour son élection. Par contre, la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que pour Biden, je pense que Biden préfère Trump. Ça, oui. C'est clair qu'il ne préfère pas... C'est un meilleur adversaire pour lui. Voilà. Oui. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est son meilleur ennemi. Un candidat plus radical, plus fou, est en théorie plus facile à battre. Et voilà, son discours est là. C'est la lutte pour la démocratie contre les régimes autoritaires, que ce soit aux États-Unis ou à l'étranger. Donc Trump serait le meilleur adversaire. Je vais vous faire réagir, Soufiane Alassabag, mais juste avant, je voudrais qu'on écoute Nikki Haley, justement, ce qu'elle a dit sur Donald Trump. C'était le 20 janvier dernier. Mais hier soir, Trump était à un meeting et il n'a cessé de mentionner mon nom à plusieurs reprises pour demander pourquoi je n'ai pas pris de mesures de sécurité pendant les émeutes au Capitole. Pourquoi n'ai-je pas mieux géré le 6 janvier ? Mais je n'étais même pas à Washington le 6 janvier. Je n'étais pas en fonction à ce moment-là. Ils disent qu'il s'est trompé, qu'il parlait d'autre chose, qu'il parlait de Nancy Pelosi, mais il m'a mentionné à plusieurs reprises dans ce scénario. Ce qui me préoccupe, et ce que je dis n'a rien de désobligeant, mais lorsque vous êtes confronté aux pressions de la présidence, nous ne pouvons pas avoir pour président quelqu'un dont nous nous demandons s'il est mentalement apte à l'être. Soufiane Alassabag, c'est la première fois d'ailleurs qu'elle mettait en question l'âge finalement un peu de Donald Trump et son imprévisibilité. Vous avez tout à fait raison et c'était peut-être la première attaque très très franche qu'on a vue de la part de Nikki Haley envers Donald Trump. C'est vrai qu'avant ça, je ne saurais pas vous dire si elle est vraiment une Trumpiste, mais en tout cas, elle n'a jamais fait montre très fortement de ses différences de position avec Trump. D'où effectivement, je crois, un débat qui va se reporter naturellement sur des données plus naturelles, comme évidemment l'âge de Biden, l'âge de Trump. Et sur ce tableau-là, évidemment, Nikki Haley, à 52 ans, eh bien, elle nous paraît beaucoup plus énergisante, beaucoup plus en forme, et elle ne mélange pas ses mots. Qu'est-ce qu'elle joue, Soufiane Alassabag, Nikki Haley, son avenir politique, un ticket éventuellement avec Trump parce que, sauf surprise, elle ne gagnera pas. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est très difficile à voir comment elle peut s'imposer. Je pense que le ticket n'est également pas une option qui pourra s'envisager parce que Trump lui-même l'a dit, elle ne sera sans doute pas dans le cabinet. Et puis, qu'est-ce qu'elle joue ? Écoutez, pour moi, c'est assez clair. Le parti de Trump, c'est le parti républicain. Les deux choses sont absolument interchangeables. Et si jamais Trump venait à perdre en novembre, alors il faudrait réinventer le parti républicain. Et naturellement, on penserait à la première opposante de Trump dans ses primaires, qui est maintenant incontestablement Nikki Haley. Donc je pense que c'est la carte qu'elle a à jouer, le futur du parti et peut-être éventuellement 2028. Vanessa Bier-Schaeffer, vous êtes d'accord ? Elle joue le futur du parti, s'installer au sein du camp républicain, Nikki Haley ?
Je vais avoir une expression un peu triviale. Avec d'ici, on peut aller très loin et surtout nulle part. Là, on en est au début des primaires. On n'est même pas aux élections de novembre 2024. Première chose, Nikki Haley, à mon avis, veut continuer parce qu'effectivement, la prochaine étape, c'est son État, la Caroline du Sud. Ensuite, elle a des donateurs qui lui ont donné une mission. Et la mission, je pense, c'est effectivement ralentir au maximum la percée impressionnante de Trump, notamment avec en parallèle les cas judiciaires qui vont se présenter de manière égrenée au mois de février et mars. Ce qui veut dire que dans l'esprit de certaines personnes, parce qu'il y a des opposants partout à l'extérieur comme à l'intérieur même du Parti républicain et parmi les donateurs de Nikki Haley, certains espèrent qu'effectivement, si on met des obstacles judiciaires d'un côté et une candidate opposée qui est encore en course de l'autre côté, on pourra peut-être, par un effet de surprise ou pour éviter un accident, remplacer Trump par cette candidate bis. La même chose se produit d'ailleurs du côté démocrate, parce que si nous sommes un petit peu sérieux, je vois que Nikki Haley parle de l'état psychologique de Trump. On va laisser ça, on va lui laisser la responsabilité de ses propos, mais en tout cas, on peut dire aussi la même chose de Biden. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe si le président Biden a un problème de santé, ce qui peut se poser à son âge, et qui le remplacera au pied levé? Oui, Hélène Kounz, peut-être une réponse là-dessus, ça serait Kamala Harris qui reprendrait. Là, ils sont en train de la remettre un peu en scène, hein, Kamala Harris, et démocrate, elle qui restait si discrète finalement pendant le mandat de Biden. Elle a préservé sa réputation. Ne faisons pas d'erreur, parce que je pense qu'elle craint beaucoup l'erreur. Là, pour le coup, je suis entièrement d'accord avec Vanessa sur ce coup-là. Une fois n'est pas coutume. Oui, on est sur une situation où ni l'un ni l'autre pourrait être le candidat final d'ici à novembre. Il y a trop d'accidents. Que ce soit Trump ou Biden, il y a quand même une incertitude. L'un une vraie plutôt pour les procédures judiciaires, l'autre plutôt en raison de son âge. Oui. Et même les deux sur l'âge. Et même les deux sur l'âge. Ils sont que 3 ans d'écart. Mais on va revenir sur ce score dans le New Hampshire, puisqu'il a tout de même gagné 2 États de suite. D'ailleurs, Donald Trump, c'est quasiment une première pour 2 primaires de suite dans un camp pour un candidat qui n'est pas le président sortant. On va écouter des réactions justement de ceux qui ont voté pour Donald Trump dans le New Hampshire. Maintenant, nous pourrons redresser notre économie quand Donald Trump sera de retour à la Maison-Blanche. Nous avions la meilleure économie de ces 50 dernières années. Les frontières étaient fermées, aucun clandestin ne les traversait pour finir on ne sait où. Sa politique économique, c'est ce qui m'a fait voter pour lui. Et ça m'est égal si les gens n'aiment pas sa personnalité. Je leur dis, dommage, car c'est ce que j'aime chez lui, j'aime sa personnalité. C'est quelqu'un de vrai. Ce n'est pas un politicien. Voilà ce qui va se passer. Dès le premier jour de son mandat, il va fermer les frontières et il va expulser tout le monde. Et il va relancer les forages. Les meetings de Trump sont les meilleurs spectacles au monde. Non seulement c'est un grand leader, mais en plus il est très divertissant, très drôle. Il aurait fait un très bon comédien de stand-up. Donald Trump est notre premier président rockstar et super-héros. C'est le vrai Tony Stark, président Iron Man. Charles Rosin, président Iron Man, c'est vraiment le show Trump. Et on voit là, c'est vraiment une base qui non seulement pense que son programme est bon, hein, on a qu'à écouter cette première intervenante, mais en plus le show, ils aiment ce show. Donc on vote pour cette personnalité. C'est sûr, ils votent pour lui, ils votent pour... voilà, il faut dire qu'il arrive à créer un lien avec ses électeurs comme aucun président, à mon sens, peut-être Bill Clinton, je ne sais pas. En tout cas, vraiment, Trump, il y a une connexion avec ses électeurs, à tel point qu'on parle de secte, puisqu'ils le suivent, même quand il met en danger les institutions américaines, même quand il tient des propos vraiment gravissimes, je veux dire des propos ignobles qu'il vient tenir au New Hampshire. Il a dit, et je le répète parce que évidemment c'est très difficile à même concevoir qu'on puisse dire ça, c'est-à-dire il a dit les migrants empoisonnent le sang de notre pays. C'est-à-dire dénoncer l'immigration massive, c'est déjà une rhétorique incendiaire, mais là on est dans un discours néo-nazi tout simplement. Oui. Et il faut soulever que Nikki Haley n'a pas dénoncé ça. Ron DeSantis n'a pas dénoncé ça.
Et ça démontre vraiment encore un virage encore plus vers l'extrême droite de Donald Trump. Et ça démontre aussi une deuxième chose, comme le disait Soufiane Al-Sabah, c'est qu'ils sont loyaux, c'est le parti de Trump, quoi. Ils sont loyaux même quand il va jusque-là. Soufiane Al-Sabah, plus il est extrême et finalement, plus il tient sa base. C'est un peu ça ? Oui, je pense que c'est absolument ça. Les électeurs de Donald Trump ont acheté un produit, vraiment. Ils n'ont pas acheté un homme politique, ils détestent ça. Ils n'ont pas acheté quelqu'un qui est ennuyeux, ils détestent ça, ils veulent quelqu'un qui fait le show. C'est vraiment une base qui est prête à aller avec lui jusqu'au bout. Il l'avait dit lui-même dès 2016, Donald Trump, il avait dit « Si je tire sur quelqu'un sur la 5e avenue, mes scores, mes sondages ne vont absolument pas bouger. » Et il y a déjà 8 ans, absolument raison sur ce point. Donc, écoutez, comment on l'explique, cette base ? Comment on explique effectivement qu'elle croit toujours que l'élection a été volée, que plus il est extrême, plus elle le suit ? Comment l'expliquer ? Alors, on a vu un petit peu en regardant un peu plus dans le détail sur qui a voté justement pour Nikki Haley ou Donald Trump, que Donald Trump, il fait plutôt des scores plus élevés auprès d'une population plutôt rurale et moins éduquée, alors qu'elle fait un score un peu plus élevé auprès donc d'un électorat plus éduqué et plus proche du centre. Donc, il y aurait vraiment ces différences à la fois donc sociales et en même temps entre les villes et les campagnes. Absolument, sans aucun doute. C'est exactement la segmentation qu'on a vue déjà à l'œuvre en 2016, puis en 2020. En 2024, ça va absolument se conserver. Vous avez 2 bases très identifiées. Une base qu'on va qualifier clairement, je dirais, de plus populiste du côté républicain. Et quant au Parti démocrate, qui est censé être le parti du peuple, il est en train très progressivement de se muer en un parti qui est plus sophistiqué, pour lesquels les riches, auparavant plus républicains, sont en train progressivement de se déplacer. Et donc on a comme ça une segmentation qui se fait beaucoup plus sur l'éducation par rapport aux revenus, tel que c'était historiquement la norme. Donc on va voir comment ça se passe. Je pense que tout ça va se reproduire à l'identique. Vous avez simplement avoir une confirmation de ces tendances, un renforcement de ces tendances d'ici au mois de novembre. Vanessa Bier-Schaeffer, vous êtes d'accord ? Comment d'ailleurs est-ce que Donald Trump est-ce qu'il peut récupérer justement l'électorat qui a voté plutôt pour Nikki Haley, qui est donc un électorat républicain plus modéré, un peu plus au centre et plus éduqué ? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la grille d'analyse des gens qui sont ce soir sur le plateau. Je pense qu'il y a une scission qui se fait entre les patriotes d'un côté et les globalistes de l'autre. Et c'est une scission qu'on trouve dans nombreux pays et régions de l'Ouest, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Deuxième chose, effectivement, on va trouver plus d'éduqués, entre guillemets, contre Trump, mais tout simplement parce qu'on a une vraie césure entre la ville et la campagne, et on a une classe moyenne qui est complètement laminée. Il faut se rendre compte qu'aux États-Unis, on peut payer jusqu'à 20% de taux d'intérêt sur la carte de crédit, qu'on peut être endetté juste pour pouvoir s'alimenter. Donc, on est dans une situation financière et économique extrêmement grave. Donc, on a pu voir les effets aux États-Unis, dont on voit aussi les effets en Europe. Donc, si vous voulez, la césure, elle est tout simplement entre ceux qui peuvent tous les jours gagner leur vie et faire face à leurs frais, et puis ceux qui ne peuvent plus. Et malheureusement, ceux qui ne peuvent plus sont largement maintenant majoritaires. Donc là, vous parlez surtout d'un électorat socialement plus défavorisé qui voterait Trump, c'est ce que vous voulez dire ? C'est même pas défavorisé, c'est une casse moyenne qui est complètement laminée. Ce sont des gens qui avaient un train de vie, qui avaient quand même une vie normale et qui sont laminés. Et je pense qu'aux États-Unis, on est plus avancé dans ce phénomène-là qu'en Europe. En Europe, on a quelques années de décalage, je pense, parce qu'il y a un filet social qui est notamment totalement différent. Hélène Kuhn, donc, oui. Je pense que les deux partis, que ce soit républicains ou démocrates, vont devoir, s'ils veulent être élus aux prochaines élections, et notamment il n'y a pas que les élections présidentielles, même si effectivement c'est la majeure partie du débat, ils vont devoir s'attaquer à ce sujet-là. Parce que c'est ce sujet-là, notamment, bon, monsieur parlait du problème de l'immigration. Les problèmes de l'immigration, on en parle quand il y a des problèmes économiques. Quand les problèmes économiques sont résolus, l'immigration passe en deuxième place. Quant aux problèmes internationaux, j'ai le regret de vous dire que les Américains, c'est le dernier de leur sujet avant l'économie, l'immigration et ensuite éventuellement l'international quand cela impacte
sur leur niveau de vie. Hélène Kuntz, pour rebondir sur ce que vient de dire Vanessa Bier-Schaeffer, en même temps, il y a une croissance, taux de croissance qui est plutôt bon taux de croissance, un chômage qui est au plus bas aux États-Unis. Le bilan économique de Joe Biden n'est pas si mauvais, mais il y a une pauvreté qui a augmenté. Ça, c'est peut-être vrai aussi. Mais est-ce que ça veut dire un électorat pour Trump? Alors, je pense que on a deux médias. On a deux partis aux États-Unis, on a aussi deux médias. Et en écoutant justement les témoignages tout à l'heure, on comprend tout à fait que les mêmes faits ne sont pas relayés de la même manière. Il y a des gens qui pensent toujours que réellement Trump a gagné, que Biden n'est pas légitime, que le 6 janvier, c'était vraiment une manifestation paisible. Donc, c'est assez terrible parce que nous n'avons pas les mêmes faits au final. On a les mêmes faits, mais pas les mêmes informations autour de ces faits. Même que la bourse soit au plus haut, enfin, quelles que soient les données économiques, c'est très étonnant pour moi d'écouter ces propos. Et parfois, je suis amenée à écouter, vous savez, ces chaînes qui sont plutôt à droite, et je me demande, mais d'où ça sort? Je suis très surprise. Donc, ça, c'est très difficile à résoudre. Vous pourriez parler de quoi? De vérité parallèle, de monde parallèle? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et j'entends tout à fait que ce sont des gens qui y croient de manière très sincère. Donc, des gens qui croient réellement que le 6 janvier, il y avait juste vraiment pas un problème. Donc, c'est... Vanessa Bier-Schaeffer, vous le croyez, vous, que cette élection a été volée? Non, attendez, je voudrais remettre juste une petite précision. Moi, je parle d'économie. On n'a pas besoin de regarder la télé ou de lire les journaux pour savoir si on a l'inflation ou si on peut faire face à ces charges. Non, bien sûr. Mais sur la question, justement, de cette vérité sur ce qui s'est passé le 6 janvier... Alors, d'abord, je n'étais pas là-bas, donc donc vous doutez quand même. Non. Saint Thomas d'Aquin, je doute de ce qui est raisonnable de douter. Bon, qu'il y ait eu des manifestations, qu'il y ait eu des désordres, etc., c'est un fait. Ensuite, l'utilisation politique qui est faite de cet événement, elle va effectivement être différente qu'on soit dans le Parti républicain, le Parti démocrate. Moi, je suis légitimiste, il y a eu des élections, il y a un résultat, il a été avalisé. Bon, on ne refait pas l'histoire, on avance et on va de l'avant. Maintenant, à mon avis, ça ne va pas être le sujet de ces élections. Ça ne va pas être le 6 janvier. Il va effectivement avoir des dossiers judiciaires, puisqu'on a jeté ces dossiers-là au pied de Trump. Mais à mon avis, ce n'est pas le sujet qui va être déterminant dans ces élections. Et je pense que c'est plutôt regarder en arrière, se faire, excusez-moi, de la dramatologie, se revoir des épisodes de Washington DC. Il faut passer à autre chose maintenant. C'est lassant. Et même pour les électeurs, je pense, des deux bords, c'est très lassant. Charles Voisin, mais en même temps, il y a un calendrier judiciaire qui va télescoper littéralement les scrutins. 8 février, décision de la Cour suprême sur l'inéligibilité de Donald Trump. Le 4 mars, c'est-à-dire la veille du Super Tuesday, Trump qui sera devant la justice fédérale. Le Super Tuesday, il faut expliquer, c'est donc 15 États qui organisent des primaires en même temps. Donc c'est vraiment un moment clé. Donc il y a un télescopage. Quel impact ça va avoir? C'est ça, en fait, la question qu'on se pose. Je pense aucun, voire positif pour Donald Trump, parce que ça le renforce. Il y a un côté victimisation, il y a un côté revanche, ça garde le show. Même s'il est condamné. Oui, alors il y a une petite anecdote qu'on peut raconter, c'est on peut faire campagne en prison aux États-Unis. C'est déjà arrivé, il y a un candidat socialiste en 1912, je pense, qui a fait campagne en prison, c'est possible, mais je ne Ça ne jettera pas le discrédit sur lui, s'il est condamné. Les sondages disent oui. Les sondages disent que ça va affecter le vote au sein même des républicains. Là, on est sur 2 primaires avec 200 000 votants sur 80 millions de votants à droite aux États-Unis. Donc, je pense que, justement, les 15 États, là, et s'il a une conviction, ces conventions, c'est quand même pour élire les délégués. Les délégués qui vont aller à la convention et choisir pour l'investiture d'un candidat. Donc vous pensez que s'il est condamné, peut-être qu'ils ne voteront pas Trump. Peut-être d'ailleurs que Nikki Haley sera toujours là au moment du Super Tuesday. C'est pour ça, le calendrier, tous les deux, c'est de bonne guerre. Parce qu'il faut expliquer aussi aux téléspectateurs que ces primaires, ça dure jusqu'à l'été. Jusqu'au mois de juin. Jusqu'au mois de juin, où il y aura une décision finale. Pour l'instant, Nikki Haley, en tout cas, elle continue. Oui. Au moins qu'elle abandonne. Et je pense qu'il y aura de plus en plus de pression sur elle d'abandonner. Et de côté républicain, il y a quelque chose qui m'inquiète quand même, c'est que
ils sont quand même dans une certaine violence dans toutes les paroles. Et je me demande si ça commence à basculer pour Mme Haley, comment les républicains vont gérer ça? Est-ce qu'ils seront est-ce qu'ils auront le retenu nécessaire pour qu'elle puisse aller jusqu'au bout? Ou est-ce qu'on va voir des petits bouts de 6 janvier à l'intérieur même? On va laisser cette dame Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'on va laisser cette dame battre Trump? Vous pensez qu'elle a une chance, vous, Hélène Kuntz? Si Trump a une condamnation, je pense qu'elle a réellement une chance, même si c'est par défaut. Ah oui, Soufiane Al-Sabag. Je pense que c'est correct et je pense que c'était exactement le calcul de Chris Christie qui a abandonné seulement quelques jours avant les caucus de l'Iowa. Lui avait expliqué très très clairement, même si je fais 2%, je vais rester au moins jusqu'en avril pour garantir que si Donald Trump est condamné, eh bien je serai considéré pour la nomination de facto. Et finalement, il a fini par abandonner. Alors pourquoi est-ce qu'il a abandonné, Chris Christie? Parce que c'est le premier à avoir abandonné. Ensuite, il y a eu Ron DeSantis. Ils n'ont pas assez de fonds. C'est exact. Ils n'ont pas assez de fonds. Ils n'avaient pas assez d'argent. Le problème était l'argent. Et effectivement, ce n'est pas réaliste de continuer si vous faites 2% dans les primaires. Et pour l'instant, Nikki Haley, hier soir, elle a fait 45%. Donc c'est largement assez pour continuer. Si elle se maintient à ce niveau suffisamment longtemps et qu'elle simplement laisse penser qu'il y a une compétition entre elle et Trump, alors si jamais il devait y avoir un recours, je pense que son nom devra être considéré. Donc qui finance sa campagne, Soufiane Al-Sabag, à Nikki Haley? Parce que manifestement, elle a suffisamment de financement, alors que Ron DeSantis, tout le monde pariait sur lui, toute la presse conservatrice, il y a un an, pariait sur lui, il s'est retrouvé sans argent au milieu de la course, il a dû jeter l'éponge. Et elle, il y a toujours, en fait, des investisseurs sur elle. Il y a toujours de l'argent misé sur elle. Tout à fait. Tout à fait. Qui sont les républicains qui est en fait très puissant, c'est l'establishment républicain, c'est effectivement les grands instituts financiers. Tous les acteurs qui, en fait, début 2023, étaient clairement derrière DeSantis, jusqu'à ce qu'il s'effondre lors des débats et dans les sondages. Ces donateurs se sont reportés sur Nikki Haley. Et maintenant, je crois qu'ils vont lui donner une ligne de crédit, au moins pour le mois de février. On va voir si elle arrive jusqu'au Super Tuesday. Mais si jamais elle arrive au Super Tuesday et qu'elle se maintient encore une fois à un niveau raisonnable, sans doute à 30, 40, 50% du vote, mais ils continueront à la soutenir très visiblement. Ah bah dis donc, alors ça veut dire, Vanessa Bier-Schaeffer, qu'elle a une sacrée pression, Nikki Haley. C'est à chaque fois, effectivement, on retire la bourse au moindre... si elle n'obtient pas le score requis. Oui, alors je vais vous dire, je pense que la politique est très violente, très dure, et particulièrement pour les femmes. Je crois que c'est physiquement un exercice extrêmement difficile, enfin à ces niveaux, hein, évidemment. Nikki Haley, c'est la candidate néoconservatrice de tous ceux qui détestent Trump chez les néoconservateurs et qui aimeraient voir s'en débarrasser. Donc effectivement, ils ne vont pas lâcher l'affaire comme ça et ils vont continuer de la soutenir. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une lame de fond populaire liée aux circonstances notamment économiques mais aussi morales et puis sur d'autres sujets aussi de société qui font que je crois que certains néoconservateurs n'ont peut-être pas pris la mesure des troubles que cela pouvait engendrer si les électeurs n'ont pas des candidats dont ils estiment légitimement qu'ils les représentent. Pas forcément qu'ils gagnent, mais au moins qu'une voix populaire soit entendue. Et le Parti républicain, dans sa démographie, dans ses électeurs, a changé. C'est pas un parti... Donc vous ne pensez pas qu'elle représente les républicains, c'est ce que vous dites, Vanessa Bier-Schaeffer. Vous pensez que Trump les représente, mais pas Nikki Haley, dans la majorité? Non, moi, la majorité, c'est celle qui s'exprime lors de vote. Donc laissons Nikki Haley aller au bout. Je dis simplement qu'elle est soutenue un petit peu au forceps, de manière artificielle, parce que derrière, elle a des donateurs néoconservateurs qui veulent deux choses, voir Trump partir d'une part, et continuer la politique internationale de Biden, c'est-à-dire ce qui se passe actuellement en Europe et des différents conflits internationaux. Oui. Donc, une fois qu'on a ces deux données-là, la haine de Trump et un agenda politique international, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle elle avait démissionné à l'époque où elle était au gouvernement de Trump, si on a ces deux éléments en tête, on peut comprendre pourquoi elle se maintient à l'heure actuelle. Que ce n'est pas sa volonté propre, si vous voulez. Elle est dépendante des gens qui la financent, comme dit comme ils le sont tous, j'ai envie de dire. Mais Hélène Kuntz, peut-être vous pouvez répondre. Je suis étonnée parce que quand même, on est soit du hard MAGA,
soit du soft MAGA. Lors des MAGA, donc débats- là, c'est le MAGA, Make America Again. Great Again. Hein, c'est le socle de Trump. Tout à fait. Et lors des débats, par exemple, on a demandé à chaque candidat de lever la main. Nikki Haley a dit que si elle devenait président, elle allait pardonner Trump, par exemple. Elle a dit que pas grand-chose... Sur l'Ukraine, il y a une vraie divergence. Ça, c'est vrai. Elle Ça, est c'est pour vrai. une aide à l'Ukraine, alors que Donald Trump est beaucoup plus isolationniste. hein, Tout à fait, égard de mais je l'Europe. suis d'accord avec ma compatriote que, dans les faits, pour le commun des Américains, ce n'est pas leur préoccupation. Et sur les questions sociétales, ils sont très proches. Oui. Un mot sur Joe Biden. Vous vouliez rajouter quelque chose sur Charles l'Ukraine, Benoît. alors il faut savoir que même si Nikki Haley arrive à la Maison-Blanche, c'est quand même la Chambre des représentants qui a en main le budget. Et à la Chambre des représentants, il y a des Trumpistes. Donc ils ne veulent pas laisser ça passer pour l'instant, sauf il y a une grande négociation en ce moment que Joe Biden va peut-être accepter. Et s'il accepte, ça passera très moyen à gauche, contre une restriction très forte du droit d'asile à la frontière mexicaine. Voilà, Joe Biden va probablement accepter ça pour débloquer l'aide pour l'Ukraine. Mais donc, c'est la Chambre qui décide. Et, Parce que c'est dans le même package. hein, voilà, s'il y a des Trumpistes à la Chambre, Nikki Haley, elle sera aussi pieds et poings liés. Mais ces très grands donateurs qui soutiennent Haley en ce moment n'ont pas envie de nouveau d'avoir une fil de rasoir sur la Chambre. Ce qu'ils ont en ce moment, c'était un congrès extrêmement peu efficace. Ils n'ont presque rien fait parce qu'ils n'avaient pas une réelle majorité forte. Même chose, ils peuvent perdre Ils le voudraient une Sénat. majorité, oui. Ben oui, donc on vote pour tout plein de choses le 5 novembre prochain. Oui, effectivement. hein. Joe Biden, en tout cas, a réagi, lui, par message interposé. Je cite, il est maintenant clair que Donald Trump sera le candidat des Républicains. Mon message au pays est que les enjeux ne pourraient être plus importants. Notre démocratie, nos libertés individuelles, du droit de choisir au droit de vote, notre économie, tout est en jeu. Ça, c'est la réaction de Joe Biden. Hélène Kuntz, un mot d'abord sur la primaire démocrate aussi, parce qu'évidemment, on n'en parle pas, vu qu'il n'y a qu'un seul candidat, finalement. Oui, c'est vrai. Mais il y a tout de même... Robert Kennedy Jr. s'était retiré. Il y a Marianne Williamson, qui est une sorte d'auteur de livres à succès, qui est toujours dans la course. Et s'il n'y a pas eu de vote officiel dans le New Hampshire pour les démocrates, il y a une sorte de vote symbolique qui a donné d'ailleurs la victoire à Joe Biden. Oui, à 70%. Et il fallait quand même inscrire son nom. On est quand même sur des toutes petites élections, malgré tout, mais c'est censé donner la tendance. Et je pense que la tendance, on a vu qu'ils ont quand même une organisation, ils savent organiser les élections. Et c'est très intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, on peut être candidat même depuis la prison, mais est-ce qu'on peut prendre place réellement? Est-ce qu'on peut être élu? Est-ce que le nom peut être sur le bulletin? Ça aussi, on a 2 États là, et c'est le cas qu'on va voir au Cour suprême. Est-ce qu'on arrive à maintenir le nom de Donald Trump sur les... Ça, vous revenez, c'est la dépenses décision donc, de la Cour suprême le 8 février sur l'inéligibilité possible de Et j'avais Donald Trump. prédit ici que je pense que la Cour suprême va être stricte sur la Constitution. Vous pensez qu'elle sera stricte le 8 février prochain. Un vrai test, en tout cas, pour Joe Biden. Peut-être que la primaire en Caroline du Sud, même s'il est tout seul, pourquoi est-ce qu'on dit ça, des démocrates de Biden en Caroline du Sud? Alors, en Caroline du Sud, plus particulièrement, parce que c'est un démographique qui est beaucoup plus représentatif que l'Iowa. Et c'est la raison pour laquelle le Parti démocratique a choisi de lancer leur campagne depuis la Caroline du Sud. Parce qu'ils pensaient que Donc, en fait, ça doit lui donner une bonne dynamique, cette Caroline du Sud. Il faut qu'il obtienne un nombre de votes important, alors qu'il est tout seul. Oui, il est tout seul, mais il faut aussi une certaine... Vous l'avez bien dit tout à l'heure. Et comment faire contre ce bulldozer qui est Donald Trump, de par sa personnalité, sa façon d'occuper les médias? C'est vrai, pas évident. Mais il y a une autre raison aussi, c'est-à-dire que bien sûr la Caroline du Sud est un État où les minorités sont bien mieux représentées, mais surtout il n'y a eu aucune concertation sur ce changement de calendrier. Et Joe Biden l'a mis en avant, il a choisi la Caroline du Sud. Pourquoi? Parce que c'est... Comme premier État véritable. Certes, l'Iowa est très rural et très blanc, mais la Caroline du Sud, c'était sa victoire en 2020. Oui. Et c'est là où il a écrasé Bernie Sanders. Et donc, c'est une rampe de lancement pour lui. C'est une rampe de lancement pour lui. Un mot, Soufiane Al-Sabag, pardon, je vais y arriver, pardonnez-moi. Il a nommé son équipe de campagne, en tout cas aujourd'hui, Joe Biden, puisqu'il a envoyé donc 2 proches qui travaillent avec lui à la Maison-Blanche, à Wilmington, dans le Delaware. Les thèmes de campagne vont être importants, justement, si c'est un match retour. Vraiment, on s'apprête évidemment à ce que ce soit un match retour. Trump-Biden.
Absolument. Et vous avez vu que c'est à peu près le même dispositif qu'en 2020 qui va être reconduit. Et la raison, elle est très très simple, c'est qu'à ce stade, Biden s'attend à 100% à affronter Donald Trump. Il va reconduire l'équipe qui, en 2020, a réussi à le battre. Et donc, je pense que tout cela fait parfaitement sens et ça montre que le président, maintenant, va très clairement se tourner vers le mois de novembre. Il va se tourner vers un mode de campagne qui sera beaucoup plus actif. Vous allez le voir faire beaucoup plus de meetings, beaucoup plus de rencontres. Il va se mettre à lever des fonds à découvert, ce qui le faisait très très peu jusqu'à présent. Et donc tout va s'accélérer à partir du moment où cette équipe maintenant est très clairement établie. Il va tenir le choc physiquement Alors ça, c'est quelque chose qui Hélène Kounz, parce que là, ce qu'a l'air de dire effectivement Soufiane Al-Sabag, c'est que ça va être encore plus actif qu'il y a 4 ans. Oui, mais c'est très physique, mener Oui, campagne. c'est très physique. Et c'est presque un marathon. Donc, la seule qui pourrait vraiment, du point de vue physique, qui pourrait faire face, c'est Nikki Haley, au vu de son âge. Pour Joe Biden, la dernière fois qu'il a gagné, c'était une élection presque par Zoom. Même la convention démocrate était par Zoom. Donc, parce que c'était en plein Covid. Oui, c'est ça. Donc, il n'a pas eu besoin de se déplacer. Ce point. Donc, c'est vrai que c'est une vraie question. Il va y avoir d'autres personnes qui se présentent ici et là pour lui. Mais au final, on attend toujours le candidat. Alors, on va écouter justement Joe Biden. Qu'on ne s'y trompe pas, Donald Trump est la raison pour laquelle les femmes américaines ont été privées d'un droit fondamental. Écoutez ce qu'il dit. Trump dit qu'il est fier d'avoir renversé Roe v. Wade. Il a déclaré, je cite, « Il faut punir les femmes qui exercent leur liberté de reproduction ». Vanessa Biar-Schaeffer, ce droit à l'avortement, ça peut faire gagner Biden contre Trump? Alors moi, ce que j'adore chez les libéraux et dans la gauche libérale, et on le trouve le phénomène un peu partout, c'est pas typique des États-Unis, c'est que quand on ne traite pas des sujets fondamentaux, c'est-à-dire l'économie, c'est-à-dire déjà comment nourrir les bouches de ses enfants, on dévie les sujets sur des choses sociétales. Donc l'avortement, les droits LGBTQ, etc. Mais ce sont de vrais enjeux aussi, Vanessa Biar-Schaeffer. Alors, chaque fois, si vous voulez, on a l'habitude, sur les plateaux télé, à chaque fois, je reçois des appels téléphoniques pour parler de ce sujet-là. Et rarement, je le fais parce que c'est toujours le même mécanisme. C'est-à-dire qu'on oublie qu'il y a un État fédéral aux États-Unis, qu'il y a un droit des États aussi. C'est-à-dire que les États ont une autonomie, ils sont capables de passer des législations et que le sujet de cette législation, c'était de savoir si un État pouvait passer une législation sur ce sujet indépendamment d'État fédéral. Et il n'y a pas que le droit à l'avortement qui était visé, il y avait aussi le droit de l'environnement. Bon, alors évidemment, je suis heureuse sur France 24 d'avoir le temps d'en parler, mais généralement, je suis coupée et on essaie de faire passer la républicaine que je suis pour une méchante conservatrice. Mais il y a bien une guerre culturelle tout de même autour justement de cette question, notamment du droit à l'avortement, Hélène Kounz. C'est quand même un vrai clivage entre démocrates et républicains. On l'a vu en tout cas lors des législatives, par exemple. Alors, il y a une guerre culturelle, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis culture war. Non, une guerre culturelle, c'est-à-dire qu'on va plus loin que des droits sociétaux. On veut défaire, en tout cas, c'est le sentiment qu'ont nombreux Américains républicains, c'est qu'on veut défaire simplement la famille traditionnelle, tout simplement un père, une mère, des enfants et le droit à protéger la vie et ne pas aller jusqu'à des extrémités. Par exemple, l'avortement à 20 semaines, vous imaginez ce que c'est 20 semaines pour avorter. Enfin là, on parle d'interdiction de l'avortement. Allez-y, Hélène Kounz, parce que répondez quand même, Vanessa Biar-Schaeffer. Je laisse... ne me coupez pas là-dessus. Allez-y, terminez alors. La vie, vous ne parlez pas, ce sont des actes qui demandent, si vous voulez, de l'intimité, une réflexion entre un médecin et sa patiente, et qui font en fait l'objet de débats politiques odieux dans les deux camps. Voilà quelle est ma position. Hélène Kounz. Alors, avortement à 20 semaines, je suis navrée, il n'y a aucun État qui vise ça. Le cas original qui venait d'un État du Sud, c'était Louisiane ou j'oublie quel État du Sud, on était à 12 semaines. Mais si vous voulez, j'entends quand vous parlez de le droit des États, states' rights. OK? Donc, aujourd'hui, madame, nous avons des femmes un cas qui est beaucoup dans les médias, une femme qui a dû quitter le Texas pour faire un avortement dans un autre État. Elle ne peut pas rentrer chez elle, s'occuper de son époux et ses autres enfants dans un mariage traditionnel parce qu'elle craint quand même d'être arrêtée. Donc, malheureusement, j'ai un peu peur qu'on va avoir beaucoup de cas comme celui-ci qui vont
aider le cas Biden, mais c'est terrible d'en arriver là. On a quand même des femmes qui meurent là. Donc, c'est pas... C'est au-delà d'un problème de... J'entends la question morale. Attendez, Vanessa Bier-Schaeffer, attendez. Laissez juste Hélène Kuntz répondre. Vous voyez, donc c'est bien un clivage, enfin, c'est bien quand même ce droit à l'avortement, 12 semaines, 24, enfin c'est bien un vrai clivage tout de même entre Trump et Biden, si effectivement le match se fait. Et ce n'était pas la fin des décisions, c'était le début des décisions. Si ce Cour suprême allait jusqu'au bout, il cherche ce qu'on appelle le personhood. Donc ça veut dire... omerta totale, plus aucun avortement aux États-Unis. Vous voyez, pour qu'ils vont dire que c'est dès la conception. Donc, l'idée, c'est pas, oh, super, maintenant, c'est que dans les États qui décident. Non, non. Il y a d'autres cas qui arrivent qui vont vraiment faire en sorte que ce droit sera complètement éliminé. Est-ce que vous souhaiteriez justement que ça reste au niveau national, fédéral, que ce droit à l'avortement, ce qui était le cas avec Roe v. Wade. Et encore, c'était compliqué et difficile. Et là, ça devient extrêmement difficile pour des femmes qui sont les plus fragiles et les plus vulnérables. On voit bien quand même le clivage, justement. Charles Voisin, un mot là-dessus peut-être ? Bien oui, c'est clair qu'un vote républicain, c'est un vote anti-IVG. Maintenant, il y a des particularités d'État à État. Et effectivement, c'est une question qui se règle comme ça. Maintenant, c'est aussi là où il y a les limites du pouvoir présidentiel, parce que la Cour suprême prend des décisions assez... des décisions essentielles. Par exemple, il y a un autre sujet. Joe Biden a annulé une bonne partie de la dette des étudiants, et on parlait d'économie, c'est très important. Les étudiants s'endettent pour leurs études, et tout ça avait été... il y a une sorte de grâce présidentielle. La Cour suprême a annulé tout ça. Joe Biden essaye un peu de voir ce qu'il peut faire, mais il a peu de marge de manœuvre. Et c'est pourquoi la Cour suprême donc, est aujourd'hui à majorité conservatrice. Est-ce que ça joue un rôle ? Je vais poser la question à Soufiane Al-Sabag. Sans aucun doute. Et c'est pour ça qu'il faudra regarder de très très près non seulement ce qui a pu se dire sur l'avortement en 2022, et vous vous souvenez que dans l'opinion qui était signée, évidemment on parlait de l'avortement, mais le juge Clarence Thomas avait clairement édicté ses prochaines priorités qui allaient bien au-delà du droit à l'avortement. Mais on va voir ce qui se passe au printemps, quand cette Cour suprême conservatrice va se mettre à tout simplement émettre une opinion définitive sur un certain nombre de cas. Je crois que ça va dépasser de très très loin le cadre des droits sociaux et vraiment définir le futur de la démocratie américaine. Elle est politique, cette Cour suprême, on peut aller jusque-là ? Je pense que ces décisions, qu'on le veuille ou non, sont politiques, c'est indiscutable. Elle va décider de la façon dont on lit le 14e amendement, section 3. Est-ce qu'un candidat qui s'est rendu coupable d'une insurrection contre les États-Unis est éligible à être candidat à une élection dans le futur ? Tout ça doit être défini. Est-ce que c'était une insurrection ? Est-ce qu'il l'a vraiment fait ? Qu'est-ce qu'une insurrection ? Est-ce qu'on peut empêcher un candidat en pleine campagne de se retirer ? Il peut l'empêcher de concourir. C'est des questions très très politiques, et effectivement on va régler ces questions en droit, mais ça aura un impact politique incontestable. Ça sera donc le 8 février, n'est-ce pas, qu'on devrait en tout cas avoir cette décision de la Cour suprême sur l'inéligibilité de Trump. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Vanessa Bier-Schaeffer. Merci beaucoup Soufiane Al-Sabag, Hélène Kuntz, bien sûr, Charles Voisin, merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux également en podcast. À demain.